Alors, d'habitude, sur ce type de sujet, il y a toujours de très nombreuses questions, des problématiques rencontrées dans les quotidiens de chacun. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Est-ce que vous voulez réagir autour de cette table, de ces tables rondes? Je veux bien. La parole est tienne. J'ai une question qui est pour les situations qui sont entre deux. On a beaucoup de patients qui sont opérés, par exemple, d'une chirurgie de prothèse de genou ou d'une chirurgie de rachis lombaire, et qui sont en post-opératoire, finalement, sous anticoagulation préventive, qui se présentent 10 jours plus tard avec du pus qui coule de la cicatrice. Quand ils sont sous l'Ovenox préventif, je ne m'inquiète pas spécialement. Et je me dis que 12 heures après, on peut aller au bloc opératoire, je n'ai pas besoin de dosage spécifique. Quand ils sont sous Eliquis 2,5 mg 2 fois par jour, est-ce qu'on peut s'affranchir de dosage si on est 1, 2, 3 demi-vies après, ou est-ce qu'il faut raisonner comme s'ils étaient anticoagulés efficacement? Je voudrais juste lever un propos sur le 2,5 x 2. Si le 2,5 x 2, c'est parce que c'est de l'AFA et que la dose est réduite à cause des comorbidités rénales, de poids, etc., c'est équivalent à du 5 x 2 au niveau des concentrations. Hein. Non, c'est prévention. C'est préventif. C'est la Là, on est sur prévention. la prothèse. Mais Ouais, c'est exactement effectivement, attention, quand vous avez du 2,5 x 2, c'est pas s'il y a des comorbidités de l'accumulation. Ça ne veut pas dire que le risque hémorragique est moins important. Les concentrations sont donc très très proches du 5 x 2. C'est logique. C'est du préventif. Voilà, donc là ma question c'est Mais le c'est du patient préventif par rapport à l'orthopédie. voilà, post-opératoire de ces chirurgies, ou bien... D'accord, ok. D'accord, pendant combien? 10 jours? Non, Un mois. c'est très variable. C'est variable selon. Oui. Mais c'est variable. C'est C'est TG, la question qui est très ouais. intéressante, c'est tout sur l'analgésie neuraxiale. Quand tu fais une rachianesthésie sur une ligamentoplastie qui repart avec des AOD et qu'il y a une brèche et qu'arrive le blood patch, se pose également cette question. Et c'est vrai que souvent la réponse c'est les 3 demi-vies, mais qui sont assez empiriques, qui te mettent en sécurité au-delà de 36 heures. 36 heures. Globalement, tu es très en sécurité puisque tu es en dose préventive. Chez là des patients qui n'ont pas de problème de sepsis. Parce que sur le sepsis orthopédique, tu peux quand même avoir des altérations de la fonction rénale. Et là, probablement, le raisonnement, il n'est pas le même. Mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent assez fréquemment. Aujourd'hui, on est vraiment sur un switch vers les AOD dans de nombreuses indications en orthopédie. Ce n'est pas le cas sur la chirurgie viscérale ou urologique. Et sur les recommandations du GIHP, c'est la clairance et la créatinine autour de 50 qui va te permettre en fait de déterminer si tu as une décroissance standard ou pas. Donc si la fonction rénale est bonne, en fait, tu peux, après 3 demi-vies, envisager une chirurgie. 3 demi-vies, ça fait 0, effectivement, si c'est du 2,5 x 2. Et sinon, pour avoir 0, c'est 5 demi-vies, J-3. Christine, tu peux nous rappeler pour les tests, on va dire conventionnels, tu nous as dit que si j'ai un TCA inférieur à 0,1, enfin un anti-TISA inférieur à 0,1, je suis quasiment sûr que mon patient a arrêté dans les bonnes conditions et je peux faire ce que je veux? Oui. Si j'ai pas de dosage Et spécifique. 0,1, c'est vraiment un cut-off pour tous les tests avec tous les réactifs. Et pour le dabigatran, bon, c'est beaucoup plus rare aujourd'hui, non, mais ce que je veux dire, c'est le que temps de thrombine. Non, mais par exemple, dans les recommandations de la Société française de neurovasculaire en 2016, il a été mis une activité anti-dissage BPM à 0,5 parce qu'elle a été faite avec les réactifs Stago. Mais ça ne correspond pas avec d'autres réactifs. Donc le 0,1 que je te mets, il est pour tous les réactifs. Voilà, il est très restrictif. Je pense que ça c'est pratique quand même, parce que quand on n'a pas le dosage spécifique, ça nous rassure si on a un petit doute sur l'arrêt. Je pense que c'est quand même important. Mais c'est tout ce que tu peux dire. Il est inférieur à 30. Voilà. Et le temps de thrombine, tout le monde ne le fait pas. Donc c'est plus difficile pour le dabigatran. Tout à fait. Mais il est peut-être plus accessible quand même que le dosage spécifique. Non. Je ne crois pas, parce que le dosage spécifique, c'est aussi un temps de thrombine dilué. À l'heure actuelle, dans la salle, est-ce que tous ceux qui sont seniors, qui ont organisé des filières, vous avez la possibilité de faire doser les patients qui ont des anticoagulants? Vous avez des laboratoires, parce que parfois il y a des établissements, moi je travaille dans un établissement privé, on n'a pas le laboratoire, mais on a des filières pour faire doser. Est-ce que vous avez tous mis en œuvre ces filières, ou il y en a qui travaillent sans filière et qui sont finalement un peu en aveugle et qui attendent souvent des délais de 3 jours avant de prendre un patient aux urgences? Donc c'est quelque chose qui est pas mal qui semble être rentré dans les mœurs, de doser, parce qu'on se rend compte aussi sur les urgences que parfois on pense que les patients vont être très surdosés parce qu'ils vous disent avoir pris le traitement sur des fractures du col, et on a parfois l'heureuse surprise de voir que le taux circulant il est en dessous de 50 et il autorise la réalisation de chirurgie. Donc je pense que ces dosages sont intéressants pour repousser parfois, mais aussi pour je aller crois que plus c'est ça, vite. c'est là où le dosage est super intéressant, c'est que chaque fois que vous dosez, vous apercevez qu'il y a
un grand nombre de patients qui va être en fait sous-dosé, qui ne va pas du tout être dans les zones de danger et que vous n'avez même pas à antagoniser. Quand l'ASFAR dit pas de relais, pas de dosage, si vous avez un doute, que le patient est un peu confus ou qui ne sait plus s'il a arrêté à J-3, J-2, nous on a de très bonnes surprises. On n'a pas d'AOD et on ne retarde pas la chirurgie. Voilà. Donc vraiment, si vous avez un doute, faites-le, parce que vous avez raison. On peut exclure et ça c'est bien. Et c'est d'ailleurs une des bonnes surprises, j'ai l'impression, des 10 dernières années. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table. On a eu très très peur en 2008-2009 quand on les a vus arriver, Largamanus, sans test, sans antidote. Et finalement, on a tous travaillé dans des services d'urgence. On n'a pas eu tant de catastrophes hémorragiques. Il y a des histoires de chasse, mais ce n'est pas du quotidien. Alors que des patients anticoagulés, on en prend régulièrement plusieurs fois par semaine dans ces services-là. Et c'est vrai qu'on a plutôt des médicaments qui ne sont pas allés vers du surdosage majeur, probablement un accompagnement dans la prescription qui a été plutôt très accompagnant vers les cardiologues, les neurologues qui ne l'ont pas mis à des patients avec insuffisance rénale sévère, qu'on sélectionné. Et on n'est pas dans ces difficultés aujourd'hui, quand on regarde dans le rétroviseur, de prise en charge de ces patients. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui et non, mais je pense qu'on s'attendait quand même, parce que quand on fait de la réa et de la neuroréa, on reçoit quand même régulièrement des hémorragies cérébrales chez des patients sous AOD. Et on pensait, à un moment, il y a eu un moment où on nous a dit les AVK vont disparaître et vous aurez plus ces patients comme ça. Et en fait, on les voit encore et on en voit plus. Alors, on n'en voit pas énormément non plus, mais on en voit plus que ce qu'on aurait attendu d'en voir il y a 10 ans quand ils sont sortis. Je crois qu'il y a une étude sur la dexamethasone alpha, sur l'hémorragie cérébrale qui... Moi, je ne connais pas la neurochirurgie, mais pour travailler dans une clinique où on fait des urgences donc, en permanence, c'est vrai qu'on constate qu'il n'y a pas d'hémorragie supplémentaire comme on pouvait s'attendre effectivement au début de l'introduction des AOD, contrairement aux patients qui sont traités sous antivitamine K, qu'on peut facilement antagoniser. Mais chez les patients qui sont sous AOD, la plupart du temps, on les prend, effectivement, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'on peut recommander, c'est de faire un dosage de l'anticoagulant de l'AOD avant la prise en charge. Nous, à Bordeaux-Nord, en gros, j'ai vérifié, il y a un protocole avec le CHU qui fait qu'en 6 heures, on doit avoir les résultats, ce qui nous laisse le temps d'aller au bloc. Et si on s'aperçoit ensuite que le problème hémorragique est dû à un surdosage, on est toujours à temps de corriger le tir, quoi. Il faut à peu près, effectivement, c'est 6 heures pour nous le délai. Ouais. Bon, pour nous, les 3 heures, mais forcément, on est sur place. Est-ce qu'il y a des questions sur la pratique ? Je suis un peu surpris parce qu'il y a eu un texte européen qui est sorti à un moment sur les gestes sous anticoagulants et il avait été retenu la durée de 3 jours pour pouvoir réaliser une rachianesthésie ou mettre en place une péridurale, sachant qu'en France, les recommandations n'ont pas changé. Il s'agit toujours de 5 jours pour ces risques qui sont considérés à risque particulier. Et donc parfois, c'est aussi bon de souligner qu'on n'a pas forcément les mêmes textes au niveau européen, au niveau français, et que finalement, tant qu'ils ne sont pas transposés dans un référentiel en langue française à destination des médecins français, ils ne s'appliquent pas forcément tels quels. Donc je ne sais pas si c'est une question qui vous a interpellé ou pas, parce que dans ce référentiel, il y a aussi tout un certain nombre d'actes qui sont réalisables sous anticoagulants à dose efficace, tous les blocs périphériques et qui sont listés, qui sont des recommandations de la Société européenne. Donc ça, c'est parfait, ça. Il n'y a pas eu de lecture étrangère. J'ai envie de rebondir sur les délais d'arrêt. Je pense que pour les plus jeunes, il faut raisonner en dernière prise. Je pense que ça, c'est un message très important, parce que toutes les semaines, moi, je fais la programmation du bloc. Et en fait, on s'est toujours battu de arrêt à J-3, etc. Je pense que c'est important, la dernière prise, au moins tout le monde sait ce que ça veut dire. Je pense que ça, c'est vraiment, à mon avis, un message important à faire passer aux plus jeunes. J'avais une question pour Marc. En réanimation, quelle est la place du point of care pour toi, genre thromboélastogramme, etc. Est-ce que vous l'utilisez pour ces patients à risque hémorragique ou pas ? Alors en fait, nous, on a un appareil, je vais faire de la publicité, parce un thromboélastogramme qui s'appelle le Contra, et qu'on utilise pour tous les traumas, qu'on a validé d'ailleurs, on a fait un petit papier là-dessus récemment pour le valider, parce que c'était en fait, quand l'industrie vous le vend, ils vous disent toujours, il y a tous les centres du monde qui en ont, et puis après, une fois que vous leur dites, montrez-moi le papier, finalement, vous êtes le premier à l'avoir pris. Donc, ça nous a permis de faire une validation. Je ne le savais pas. Et de faire un papier.
On peut l'utiliser, mais d'abord, c'est quand même pas c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas la révolution que certains de nos collègues veulent nous vendre en permanence. Là, on essaye on le valide. Il y a un PHRC sur la transplantation pulmonaire, où on en fait aussi. Et de temps en temps, quand on est embêté avec la coag ou quand on se dit le labo, ça va être trop long, on passe un tube dessus pour voir. Et après, ça donne des indications très pratiques. Moi, j'aime bien, parce que je trouve que ça donne des indications très pratiques, en nous disant, ce patient, passez-lui les plaquettes, passez-lui... C'est vraiment de la coag pour les nuls, hein. Moi, c'est ce que je veux. Et ça donne des bonnes informations quand même. Voilà. Mais Je suis assez on d'accord est loin de la aussi, validation quand même qu'on veut nous vendre Oui, ailleurs. bien sûr. Chez les patients qui saignent. Chez les patients qui saignent. Ouais. Ça n'est pas sensible aux AOD, hein, par contre. Ouais. Je veux bien une précision pour ne pas fixer une mauvaise compréhension. Le seuil de 0,1 d'antidissa, est-ce que c'est valable dans tous les laboratoires ou est-ce que c'est au CHU de Bordeaux si on a prévenu qu'il y avait un AOD? Justement, je l'ai baissé. Au CHU de Bordeaux, c'est un peu plus élevé. C'est-à-dire que nous, on est autour de 0,2, 0,25 selon que c'est l'apixaban. Voilà. Donc 0,1, c'est pour tous les tests. C'est très restrictif, hein, inférieur à 0,1. Mais si nous, on envoie à notre labo habituel, Oui, inférieur à 0,1 égale inférieur à 30 nanogrammes par ml. c'est valable aussi. Ouais. Et c'est pour ça que je suis restrictive, parce que nous, on a des ABAC avec nos réactifs. Mais je ne les mets pas, parce que ce n'est pas les bonnes avec les autres tests. Non, inférieur à 0,1. Aucun souci. J'aurais une petite question. Pardon, excusez-moi. Vas-y. Pour savoir dans l'Assemblée, pour ceux qui travaillent hors CHU, est-ce que vous disposez tous de l'antidote pour le dabigatran dans votre établissement clinique, CHG ou autre? On va demander qui le possède. Est-ce que vous pouvez lever le Traxbyne. doigt? Il y a à peu près 30%, on va dire. Hein. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Parce que nous, on peut... Oui? Non? C'était juste un... Bonjour. Pas de questions. Je crois que tu avais 3 questions, mais tu as besoin du micro. J'avais une petite question pour Christine. En fait, quand on reprend les anticoagulants de façon précoce, comme les recommandations, selon certaines chirurgies, on note des hémorragies post-opératoires, entre autres en chirurgie urologique. Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à aussi faire une recommandation concernant certaines chirurgies? Je pense par exemple à l'OLEP dans la prostate ou ces chirurgies qui ont des muqueuses très spécifiques. Est-ce qu'on pourrait discuter de modifier ces recommandations de reprise? Moi déjà, je les ai cherchées, ces recommandations de reprise, mais je ne les ai pas trouvées. Donc, je suis d'accord, la chirurgie sur des organes cutanéo-muqueux, c'est une chirurgie où potentiellement il y a saignement, hein, comme le digestif sur la chirurgie digestive haute. Et donc, il ne faut pas être pressé. Il faut attendre qu'il n'y ait plus d'hématurie. Il faut attendre que les drains soient enlevés. Il faut être patient. Comme vous disiez, Pierre, hein, vous avez la possibilité de mettre aussi de l'INOEP en attendant, qui est une HBPM qui est un peu particulière par rapport au Lovenox, en une injection, donc avec du préventif ou du curatif, mais qui se rapproche quand même des héparines standards. Voilà, où il n'y a pas une accumulation d'activité anti-DISA. Non, il faut être vraiment prudent. Peut-être que c'est 10 jours avant de reprendre des AOD. Mais quelles sont les recommandations? Il y en a des recommandations? Non, il n'y en a pas. Non, il y a la reprise de l'anticoagulation dans les 24, 72 heures, sachant que chacun s'adapte sur de la chirurgie à risque, mais sur l'AOD... Il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit un patient en consultation en anesthésie, quand il est sous AOD, c'est plutôt simple. Quand il est sous AVK, c'est plutôt complexe. Mais la reprise, elle nous pose des petits problèmes, parce qu'on aurait plutôt envie de jouer avec parfois des héparines qu'on a l'impression de mieux maîtriser et de repousser. Mais plus on repousse, plus le patient est chez lui, plus il est loin de chez nous. Et donc plus on a cet engagement sur la responsabilité de le suivre et de savoir ce qui se passe. Et ce n'est pas forcément plus judicieux de le mettre full dose d'anticoagulant à J10 lorsqu'il est dans un SSR ou chez lui à la maison.
Voilà, je crois qu'il faut quand même regarder le risque thromboembolique, le CHADS, les antécédents d'AVC. Voilà, si c'est un patient qui avait de l'AFA, qui n'a jamais eu un antécédent d'AVC, oui, on va privilégier le risque hémorragique au risque thromboembolique. Après, il y a quelques patients, nous en avons eu un récemment d'ailleurs, sur une valve mécanique qui fait quand même un AVC avec un INR à 2,5. Et donc, bon, on avait un peu les jetons quand même, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, c'était une laminectomie, je crois, il fallait bien arrêter ces AVK. Donc on s'est dit, bon, si on est à un 5 d'INR, ça va aller. Bon, c'était des AVK. Mais bon, voilà, on a quand même donc, des patients qui peuvent être très différents. Mais la plupart du temps, on a de l'AFA qui est traité par ZAOD, où les gens n'ont pas des SHATS-VAC élevés, ils n'ont jamais fait d'AVC. Donc on peut être très prudent par rapport au risque hémorragique. Et après, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait quand ça fait saigner ? Ça fait saigner, on arrête tout. On transfuse, voilà, et là tout d'un coup on n'a plus la trouille du risque thromboembolique. Donc voilà, je crois qu'il faut quand même, oui, raison garder et voilà, y aller progressivement. Mais il manque de recommandations. Donc moi, ce que je vous ai mis dans l'étude PAUSE, c'est probablement quelque chose qui est pas avant. Donc chirurgie à risque modéré ou faible, pas avant 24-48 heures. À risque hémorragique élevé, pas avant 48-72 heures. Et après, on peut adapter. Ça peut être 96 heures, ça peut être 5 jours. Et l'avantage de l'innovateur une injection, c'est qu'effectivement, quand le malade sort, pour l'ambulatoire, c'est quand même plus simple pour avoir une infirmière qui passe qu'une fois par jour que 2 fois par jour, si c'est du curatif. Je ne suis pas payée du tout par Léopharma, mais c'est du bon sens. Donc merci. En fait, pour rebondir tout ça, c'est dire qu'on a beaucoup travaillé sur le préopératoire et je crois qu'on va avoir du travail sur le post-opératoire. Oui, je voulais... Je sais pas si comment Ça marche. Pour l'urologie, c'est un vrai problème. Et Pierre Albaladejo, qui avait déjà exposé sur le sujet, il nous avait dit pour le reste, je sais faire, pour l'urologie, je ne peux pas vous répondre. En réalité, ça saigne vraiment beaucoup et ça saigne longtemps. Déjà, naturellement, c'est comme un petit peu l'amygdale qui saigne 10 jours après. C'est pareil pour la vessie à distance. Et nous, dans l'établissement où on fait beaucoup d'urologie, on ne reprend pas les AOD avant 15 jours, 3 semaines. Alors bien sûr, en remplacement par HBPM. Mais c'est vrai que là, il nous manque, on pourrait faire des études, parce que, alors dans le privé, on a du mal à dérouler des études, mais en tout cas, on a le matériel en nombre de patients. Ça serait intéressant de faire des études sur le sujet et de voir 15 jours, 3 semaines. Et j'avais une question, est-ce que finalement un AOD à dose curative, comme on le donne, fait plus saigner qu'un HBPM à dose curative ou finalement on ne sait pas? C'est l'arrêt. Parce que nous, Si, on a le sur les sentiment saignements, sur les hémorragies c'est digestives pareil. hautes, je pense qu'effectivement, les AOD font plus saigner, et sur la prostate aussi. Ouais. Et notamment les liquides sur la prostate et le rivaroxaban sur la chirurgie hémorragique haute, que les HBPM, ou même que les AVK. Mais nous, en chirurgie cardiaque, parce que moi je travaille beaucoup avec le professeur Ouattara, on ne reprend pas l'AOD avant la sortie. Le patient, il sort sous AOD quand il sort des étages, donc c'est quoi, 8, 10 7 à 10 jours. 7 à 10 jours, voilà, c'est ça. J'ai envie de rebondir sur cette question, parce que l'HBPM, on en a peur dans l'insuffisance rénale. Christine, c'est quoi ton seuil de clairance? Je sais que tu es très tolérante, tu as baissé vachement les seuils. J'ai baissé les seuils. Alors, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que l'HBPM, l'accumulation est temps dépendant. Donc, si vous faites de l'HBPM, même avec une clairance qui est modérée là, en pré-op pour faire un remplacement de valve mitrale et d'arrêter l'AVK, c'est pas avec 3 ou 4 injections que le malade va se retrouver avec un surdosage. Sois plus clair, Christine. Par contre, à partir de quel seuil, jusqu'à quel seuil tu alors, accepteras de donner l'HBPM en curatif? 30. Eh ben, c'est 30. Hein. Les RCP, c'est 30. Hein. C'est moins de 15 pour le préventif, c'est 30 pour le curatif. Après, les HBPM, elles ont été faites pour faire des relais. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, elles n'ont plus été étudiées, puisque en relais, vous êtes censé être anticoagulé par les AVK après. Okay, donc, le risque d'accumulation des HBPM, c'est l'insuffisance rénale modérée et un patient qui reste sous HBPM pendant 15 jours, 3 semaines. Oui, là, il y a un risque d'accumulation. Mais sur des durées courtes, vous n'avez pas de risque d'accumulation. C'est pour ça que de toute façon, on vous demande de ne pas doser avant la 3e ou la 4e injection, parce que sinon, on aura le reflet de rien du tout. Merci.
Merci à tous d'avoir été présents cette journée. On va s'arrêter sur cette ligne de crête entre le risque thrombotique et le risque hémorragique post-opératoire. Il y aura d'autres sessions pour en discuter, probablement des données. On vous donne rendez-vous pour la JMT pédiatrique dès le 3 avril à Paris. On vous donne rendez-vous à Marseille. On vous redonne rendez-vous à Paris pour le congrès en septembre. Il y aura de nombreuses occasions. N'hésitez pas à nous suivre, à faire adhérer autour de vous, à ce qu'on soit nombreux dans la communauté des anesthésistes réanimateurs et que l'ASFAR soit une belle société. Merci à tous. Bon retour et à très bientôt.